Bon alors, bonjour à tous et merci beaucoup de me proposer en effet de discuter de la prévention du risque infectieux pour les gestes endo-urologiques chez les patients neurologiques. Donc il y a des choses qu'on a déjà dites où je passerai assez vite. On parlera spécifiquement du bilan urodynamique. Pierre en a dit un mot, notamment à la lumière des nouvelles recommandations européennes. On parlera des injections intradétrusoriennes de toxines botuliques et puis des autres gestes, vous verrez où finalement, notamment avec les nouvelles recommandations, les choses se sont beaucoup simplifiées et à mon avis, pour notre plus grand plaisir et surtout pour les patients. Alors, pourquoi parler du bilan urodynamique? Ça, je ne vous apprends rien. C'est un bilan que les patients neurologiques auront très régulièrement au cours de leur vie, que ce soit lors du bilan initial, au cours du suivi, et a fortiori chez des patients qui auront des vessies neurologiques à risque qu'il faudra surveiller de très près, notamment les patients blessés médulaires et sans doute aussi certains modes mictionnels. Pierre en a parlé, les modes mictionnels réflexes qu'on surveille vraiment bien parce qu'ils sont à risque d'évolution avec des résidus qui peuvent se majorer et donc il faut bien surveiller l'équilibre vésico-sphinctérien en urodynamique très régulièrement. Donc ces patients sont exposés très régulièrement à cet examen au cours de leur vie et tout au long de leur vie. Alors, quelle est l'incidence des infections urinaires après bilan urodynamique? Alors, il n'y a pas énormément de données dans la littérature, mais en 2018, il y avait eu des recommandations sur l'antibioprophylaxie et le bilan urodynamique qui avaient fait donc un travail en particulier sur la population neurologique. Il y a une revue de la littérature dédiée. Et grâce à cette revue, on a des données sur l'incidence après bilan urodynamique. Cette étude, essentiellement, on retrouve des blessés médulaires aux autosondages. Et dans cette population, il avait été retrouvé une bactériurie déjà asymptomatique avant l'examen, élevée, 38%, je pense que c'est plus que ça, parce que clairement, chez nos patients aux autosondages, c'est probablement plus, mais en tout cas, elle est non négligeable. Et il y avait une tendance à ce que cette bactériurie asymptomatique ou la survenue d'infections urinaires augmente après l'examen, notamment si on n'encadrait pas le geste, c'est-à-dire pas faire d'antibiothérapie de couverture. Mais attention, c'était qu'une tendance, et en fait, c'est pas du tout significatif. Il n'y avait qu'une étude randomisée, l'étude de l'équipe de Darwish qu'on retrouve encore ici, et il y avait beaucoup de limites pour pouvoir pouler les données, extrapoler cela, parce que en fait, il y avait multitude de protocoles d'antibiothérapie de couverture, donc finalement, on ne pouvait pas vraiment conclure. Et puis, il y a un point important qui était mis en évidence dans ces recommandations, et grâce à cette revue de la littérature, c'est que la plupart du temps, l'agent infectieux responsable d'une éventuelle infection urinaire symptomatique après bilan urodynamique n'est pas celui qu'on a retrouvé sur le CBU pré-bilan urodynamique. Donc ça nous donne déjà une idée de l'intérêt, ou plutôt le non-intérêt, de dépister cette bactériurie asymptomatique avant un bilan urodynamique. Alors est-ce qu'il y a quand même des populations qui vont être plus à risque de développer des infections urinaires symptomatiques après bilan urodynamique parmi nos patients neurologiques? Si on reprend ces recommandations de 2018, les auteurs ne retrouvaient pas clairement de facteurs de risque identifiés dans la littérature, que ce soit en fonction de l'étiologie, du niveau neurologique de la lésion pour les blessés médulaires, ou du mode mictionnel, mais quand même, les experts disaient probablement les patients qui ont des réservoirs au risque sont peut-être plus à risque de développer des infections urinaires symptomatiques en post-BUD, et notamment ces patients qui ont ces pressions élevées avec ce fameux seuil de 40 cm d'eau qui est toujours présent dans la littérature. Alors il y a quand même cette étude que j'ai retrouvée de Botic de 2013 qui avait cherché aussi quand même à identifier des facteurs de risque d'infection post-bilan urodynamique. Dans cette étude, c'est 133 patients, ce sont des patients blessés médulaires qui ont eu des bilans urodynamiques. Et en fait, les auteurs ont cherché à analyser l'impact éventuel d'une bactériurie asymptomatique avant le bilan et aussi de regarder ce qui se passait en fonction du mode mictionnel. Alors la grosse limite quand même, c'est que la définition, vous le voyez, c'est à droite en italique, de l'infection urinaire, c'est pas celle qu'on utilise régulièrement entre nous, c'est une bactériurie associée à 10 puissance 2 leucocytes. C'est pas ce nous on définit comme infection urinaire symptomatique. Ils ne parlent pas d'infection urinaire avec des symptômes, donc c'est un petit peu gênant pour analyser. En tout cas, rien de fou, c'est-à-dire que si on a une bactériurie asymptomatique avant l'examen, peut-être qu'on en fera plus après l'examen et plus d'infections que si on a un ECBU stérile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les patients
qui sont en mode mictionnel réflexe, faisaient plus d'infections urinaires selon leur définition que les autres modes mictionnels après bilan urodynamique. Peut-être une population sur laquelle il faut un peu moduler et probablement, en tout cas, peut-être une population plus à risque de développer ces infections. Alors, faut-il faire une antibioprophylaxie ou pas? Et même la vraie question, c'est est-ce qu'il faut faire un ECBU? Donc, est-ce qu'il faut traquer une bactériurie asymptomatique et la traiter avant un bilan urodynamique? Donc, Pierre, tu l'as dit, les guidelines de l'EAU en 2025 disent non. On ne traque pas la bactériurie asymptomatique et on ne la traite pas de toute façon. Donc, pas de CBU, pas de traitement. Donc ça facilite les choses et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Il y avait déjà des prémices de ça en 2018 dans justement ces recommandations sur l'antibioprophylaxie et bilan urodynamique. Vous voyez que c'était un peu plus modéré. À l'époque, on faisait quand même le CBU. Il était recommandé de le faire avant, mais pas forcément de le traiter. C'est-à-dire que les experts étaient indécis. Il n'y avait pas de consensus sur le fait de traiter ou pas. Et si on voulait traiter, probablement peut-être les populations à risque, encore une fois, les modes mictionnels réflexes, et il fallait utiliser des antibiotiques à faible pression de sélection, type Monuril. Mais globalement, voilà, le vrai message, c'est avant bilan urodynamique, on ne dépiste pas la bactérie asymptomatique et on ne la traite pas. Et alors en vraie vie, est-ce que ça marche? Parce qu'il y a les recos, mais qu'est-ce qui se passe en vraie vie? Vous allez voir que ça va dans ce sens. Une étude de Garges de 2024 sur une population mixte en termes d'étiologie neurologique, mais quand même 69% de blessés médulaires, 75% à l'autosondage, c'est quand même souvent la population que l'on retrouve dans ces études. Donc avant bilan urodynamique, eh bien là, pas de CBU, pas de traitement, et on voit ce qui se passe. On rappelle les patients à J14 pour voir s'ils développent ou pas une infection urinaire symptomatique. Eh bien, ça va dans le sens de ce qu'on a dit. Peu de patients ont développé, seulement 11%, une infection urinaire symptomatique, un seul avec fièvre, et le vrai message important, c'est qu'il n'y en a que 3 qui ont eu besoin d'avoir des antibiotiques. Donc ça veut dire 3 sur 100. Donc, en fait, ça va bien dans le sens qu'il n'y a aucun intérêt à dépister pour tout le monde une bactérie asymptomatique et la traiter, puisqu'en fait, il n'y en a que 3% qui feront une infection avec nécessité d'antibiotiques. Et c'est comparable à une étude préalable qui avait été aussi publiée par l'équipe de Garches en 2016, où là, on regardait l'incidence des infections urinaires des patients qui avaient un bilan urodynamique et qui avaient été traités par antibiothérapie de couverture, et vous voyez qu'on est à 14%. Donc en fait, traiter ou pas traiter la bactériurie, ça change rien, et il y a très peu de patients qui vont être symptomatiques et qui auront besoin d'un traitement. Voilà un peu le message. Alors, concernant les injections de toxines botuliques, là c'est un petit peu différent, mais globalement je pense que on va aller dans un sens assez proche. Alors j'ai essayé de rechercher, notamment dans les études Princeps ayant abouti aux AMM, Botox et Dysport, les études Dignity et Contact, une incidence d'infection urinaire après toxine botulique. C'est un petit peu compliqué parce que les populations sont hétérogènes dans le sens où ils ne sont pas forcément tous à l'autosondage, que l'autosondage est parfois initié sur des critères un peu variables. On a toléré parfois des résidus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un taux d'infection urinaire qui est variable entre 14 et plus on augmente la dose et probablement plus il y a un résidu, 50%. Bon, ça, on pourra peut-être en rediscuter, Pierre, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir un taux d'infection urinaire assez important, mais je vous montrerai d'autres études qui sont plus rassurantes à ce sujet. Une étude que je trouve très importante et intéressante et qui montre le bénéfice très limité de dépister la bactériurie asymptomatique et a fortiori de la traiter avant injection de toxines botuliques. C'est cette étude de Leitner, on retrouve encore cette équipe, en 2016, qui avait étudié une population de patients blessés médulaires, 154, qui avaient eu des injections de toxines botuliques. Là, il faisait un ECBU préopératoire systématique, mais c'était plus pour séparer les patients en plusieurs groupes, bactériurie asymptomatique ou ECBU stérile. Par contre, ils ne traitaient pas les patients et on regarde ce qui se passe. C'était pour 60% d'entre eux des blessés médulaires et 50% de la population aux autosondages. Alors, qu'est-ce qui se passe? De base, 73% des patients avaient une bactériurie asymptomatique, toute population confondue, tout mode mictionnel confondu. Et le message important, c'est que entre ceux qui avaient une bactériurie asymptomatique ou un ECBU stérile, pas de différence en termes d'incidence d'infection urinaire symptomatique après injection. Et vous voyez que les chiffres sont très faibles.
en termes de bactériurie, en termes d'incidence d'infection urinaire, 7%, 5%. Donc c'est très peu de patients qui font une infection urinaire symptomatique après injection de toxine botulique. Donc un intérêt limité de dépister et de traiter cette bactériurie asymptomatique aussi avant les injections de toxine botulique, mais un impact par ailleurs négatif de le dépister et de le traiter. On l'a dit, il n'y a pas de bénéfice démontré de le faire. Et puis, on a parlé, hein, la prescription d'antibiotiques favorise l'émergence de résistance avec, dans nos populations de patients, de plus en plus de patients qui sont porteurs de bactéries multirésistantes. On le voit, c'est des données observationnelles de l'ONERBA, des résistances notamment Escherichia coli au fluoroquinolone qui a beaucoup augmenté et probablement qu'aujourd'hui c'est pire. Et donc, par ailleurs, il est possible, ça on pourra aussi en discuter, que cette bactériurie asymptomatique ait peut-être même un effet bénéfique chez nos patients et peut-être protecteur contre les infections urinaires symptomatiques. Donc encore un message important pour dire que non seulement ça n'a pas d'intérêt préventif sur l'infection urinaire symptomatique post-geste et que c'est sans doute délétère pour nos patients et l'écologie bactérienne. Alors pour tenter de répondre à cette question, faut-il traiter la bactériurie asymptomatique avant injection de toxine botulique? Il y a un PHRC qui va démarrer, j'espère, un jour, mais bientôt, qui est piloté par Xavier Biardot à Lille. Et la question est très pertinente. C'est de se dire, on va screener de façon un peu systématique chez tous nos patients avant injection de toxine botulique la bactériurie asymptomatique. Certains vont être randomisés traitement, ou en tout cas antibiothérapie de couverture, c'est-à-dire qu'on va traiter au moins 48 heures avant le geste, versus pas de traitement. Et on regarde l'incidence d'infection urinaire symptomatique en post-injection. Donc j'espère qu'on aura la possibilité de vous donner des éléments de réponse dans quelques années. Que disent les recommandations sur spécifiquement là les injections de toxines botuliques? Alors j'ai refait un petit peu l'historique juste pour vous dire que ça a quand même évolué. Pierre l'a dit, c'est ce qui est tout en bas, EAU. Alors non, tu l'as pas dit, ça c'est pour l'EAU 2025. Ce qui est peut-être un petit peu à discuter, c'est que on retrouve quand même que pour les patients qui vont avoir un geste endo-urologique dans lequel il va y avoir une effraction de la muqueuse vésicale, et pour moi la toxine botulique ça en fait partie, de même qu'une résection de vessie. Il est encore recommandé là de screener cette bactériurie asymptomatique et de la traiter. Quand on regarde les recommandations beaucoup plus anciennes de 2015 sur les infections urinaires associées aux soins, il était là aussi recommandé de dépister ces bactériuries asymptomatiques avant des gestes endo-urologiques dont la toxine et de la traiter, de faire une antibiothérapie de couverture, ce qu'on a encore fait et que certains centres font encore pour la toxine botulique. Les choses évoluent un petit peu. Si on prend les recommandations de 2024 sur l'antibioprophylaxie en chirurgie et en médecine interventionnelle et qu'on regarde ce qui se passe en urologie, alors là, attention, il ne se positionne pas sur est-ce qu'il faut faire un ECBU, est-ce qu'il faut traiter la bactériurie. Là, c'est plutôt est-ce qu'il faut faire une antibioprophylaxie, c'est-à-dire traiter au moment du geste le jour même. Là, clairement, pas d'antibioprophylaxie, que ce soit pour une cystoscopie diagnostique, une résection de vessie, une injection de toxine, donc tout geste, même avec effraction de la muqueuse. Et puis, en avant-première, parce qu'avant de venir ici, quand même, j'ai appelé mon ami Maxime Vallée, qui est au comité d'infectiologie de l'Association française d'urologie. Il est en train de, aujourd'hui, présenter les nouvelles recommandations sur le CBU, donc le dépistage d'une bactériurie asymptomatique et son traitement, avant geste endo-urologique. Et voilà ce qu'il m'a dit, donc c'est pas encore publié. Eh bien, en fait, aujourd'hui, ce qui va être recommandé par l'Association française d'urologie, c'est que, en tout cas c'est un accord d'experts, hein, mais en l'absence de données, on propose de ne pas dépister la bactérie asymptomatique et de ne pas la traiter avant injection de toxine botulique. Donc finalement, pas de CBU, pas de traitement, comme pour les bilans urodynamiques. Donc en conclusion, on l'a bien vu, pas de bénéfice et un impact plutôt négatif à dépister et traiter cette bactériurie avant un geste urologique, avec un impact écologique certain. Ça, c'est évident, surtout chez nos patients qui vont être exposés régulièrement à ces bilans urodynamiques, à ces injections de toxines tout au long de leur vie. Très peu d'infections urinaires symptomatiques après ces gestes, y compris chez des patients qui ont des bactériuries asymptomatiques si on les a screenées et non traitées. Très peu de patients qui auront besoin d'antibiotiques pour infection urinaire symptomatique après ces gestes. Donc finalement, doit-on la traiter ? On a vu que la réponse était plutôt vers
déjà l'absence de dépistage et absence de traitement pour ces gestes, que ce soit bilan urodynamique, toxines, en particulier chez nos patients. Je vous remercie. Merci beaucoup Marie-Aimée. Merci de nous simplifier la vie. Ah ben, il y a Aurélien là-bas. Merci beaucoup Marie-Aimée. Juste un commentaire parce que j'ai participé à quelques discussions. Qui est un surrisque d'infection urinaire après un bilan urodynamique, le contraire serait étonnant. La question c'est est-ce que l'antibiothérapie modifie ce risque, qui est une question un peu différente. Et le troisième commentaire, parce qu'il faut qu'on ait en ligne en perspective, et je pense que c'est pour ça que les recommandations de CFU aboutissent à ces recommandations sur un niveau de preuve assez faible, c'est qu'on dit infection urinaire, mais tu l'as bien vu dans le travail qu'on a refait avec l'équipe de Pierre, il y a infection urinaire. C'est-à-dire que est-ce qu'on traite 1000 malades pour prévenir une cystite? Populationnellement, ça ne vaut pas le coup. Individuellement, si on est le patient qui a la cystite, on n'est pas très à l'aise. Ou est-ce que finalement, on se dit, on fait un traitement de réserve, c'est-à-dire on leur dit, le risque il est relativement faible. Si vous avez des symptômes, vous faites un CBU rapidement et vous débutez une antibiothérapie qui pourrait être une espèce de prescription conditionnelle un peu différée qui permettrait une personnalisation à défaut d'identifier des facteurs de risque, parce que les facteurs de risque qu'on avait travaillé avec Marianne Decèze, ces patients-là, ils ont plus de risque d'infection urinaire, certains. Encore une fois, est-ce que l'antibiothérapie change quelque chose? J'en suis pas sûr. Du coup, votre stratégie à Nantes, c'est sur les injections de toxines et les bilans urodynamiques, vous faites quoi? Alors, sur les bilans urodynamiques, on s'est aligné, on fait plus de CBU, plus de traitement, sauf, et je ne sais pas si on a raison, on dépiste la bactérie asymptomatique chez les patients en mixtion réflexe. Mais en fait, tu l'as dit, ça n'a pas trop de sens, parce que souvent, la bactérie responsable secondairement de l'infection n'est pas celui qu'on retrouve sur le CBU pré, donc voilà. Par contre, tu as complètement raison. Ce qu'il faut, c'est plutôt se dire il faut prévenir les patients de ce risque et proposer des antibiothérapies en fonction des symptômes post-examen. Donc, sur le bilan urodynamique, voilà, il y a encore certains patients à qui on dépiste la bactériurie. Pour la toxine botulique, on n'a pas passé le cap de pas de CBU, pas de traitement. On est encore sur l'antibiothérapie de couverture quand ils ont une bactériurie asymptomatique. On les traite 2 jours avant, le jour même, 2 jours après. Mais en fait, on voit que c'est une attitude qui est peut-être complètement dépassée et qui ne diminue pas le risque, comme tu dis. Finalement, on voit très bien dans vos papiers de Garches qu'il n'y a que 3% de patients qui auront besoin d'être traités secondairement, et c'est ça le message, en fait. Et peut-être pour aller encore un peu plus loin, c'est vrai que les 2 jours avant, le jour même, le jour après, ça repose sur pas grand-chose. Parce qu'il est retraité après, alors que, enfin, à la limite, ce qui aurait un sens, c'est traiter 2 jours avant le jour même, si jamais on y croit, ou peut-être juste le jour même. Mais bon. Ça repose sur l'AMM. Oui, alors les AMM. Non, bien sûr, mais ça repose sur le protocole qui avait été mis en place dans les études cliniques sur l'AMM et qui faisait que, voilà, dans les recommandations, on reprenait ce qui avait été fait pour le contrôle, sachant que, comme tu l'as très bien dit, dans toutes les études Botox, la définition ne prenait pas en compte le caractère symptomatique de l'infection. Et dans les AMM de la toxine, dans les AMM des antibiotiques, parce que moi je connais pas d'AMM d'antibiotiques, d'antibiothérapie couverture. Non, c'est-à-dire que pour la toxine qui est un geste, il y a une AMM avec une recommandation de prise en charge qui est celle qui a été utilisée lors des études cliniques. Voilà, c'est tout. Mais du coup, pour celle du Botox, repose sur un concept faux qui est celui d'un diagnostic de l'infection urinaire sans tenir compte des symptômes. Ce qui est une catastrophe. Mais si on est provocateur, ça c'est l'AMM de la toxine. Ça ne te ressemble pas, Aurélien. Je t'ai bien formé. L'AMM de la toxine, c'est l'utilisation d'antibiotiques, et l'AMM du monoryl et sélectite, c'est jamais l'antibiothérapie de couverture. Je sais bien. Moi, j'ai une petite question, parce que tu ne l'as pas traité là, mais c'est quand même une question qu'on a souvent dans la pathologie neurologique. C'est celui des lithotricies endovésicales, parce que on arrive dans la vessie et hop, il y a un petit calcul, et on va grignoter un machin qui est bourré de germes. Qu'est-ce que vous faites dans ce cadre-là ? Alors, il y a qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que disent les recommandations. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est en retard par rapport aux recommandations encore, ou frileux, je ne sais pas. Donc, j'ai la même attitude. On dépiste une bactériurie et on couvre avant le geste. Mais si tu regardes ce qui est sorti déjà en 2024, en théorie, on ne doit plus rien faire. Bon, voilà. Et probablement juste prévenir les patients de ce risque et les traiter secondairement si besoin, en fonction des symptômes. Qui fait des bilans urodynamiques ici? Et est-ce que vous faites le dépistage? Ouais, ok.
Alors, vous allez voir, ça va vous simplifier la vie de ne plus les faire. On ne fait plus, on ne traite plus. Ouais. On ne s'en met plus. Voilà. Donc j'ai bien pris note, ça va changer nos pratiques. Ouais. Moi j'ai eu le cas d'un patient qui avait une prothèse de genou. Et en fait, j'avais fait faire un ECBU avant le geste. Avant la prothèse ou avant le bilan urodynamique? Avant le bilan urodynamique, c'était un monsieur qui avait une prothèse de genou déjà depuis un certain temps. L'urologue avait conseillé de ne pas mettre l'antibiotique. Et il y a eu une complication. Et on a retrouvé le germe des urines dans la prothèse. Ouais. Alors, bon, je pense que c'est au cas par cas. S'il y a un risque, un corps étranger, une valve cardiaque, voilà, c'est peut-être au cas par cas. Ouais. Alors là, il y a deux questions dans votre question. C'est est-ce que véritablement l'antibiothérapie que vous auriez pu mettre en place aurait protégé le risque de greffe secondaire à partir des urines dans la prothèse? C'est pas certain. Et puis vous avez un deuxième niveau de réflexion qui est la réflexion médico-légale, qui est quand même un élément important ces derniers temps. Hein, et vous avez là pour le coup des recommandations qui disent qu'il n'y a pas d'avantage à faire ça. Donc nous on fait jamais en fait en pratique du coup. Et quand vous regardez par exemple sur une durée d'1 mois et demi, qui sont parfois les durées de recueil avec 10% de risque d'infection urinaire post-BUD sur 1 mois et demi, mais c'est l'incidence normale des infections urinaires chez ces patients. On aurait fait entre 1 mois et demi et 3 mois, on aurait retrouvé 10%. Entre 3 mois et 4 mois et demi, on aurait retrouvé 10% aussi. Voilà. Alors après, il peut y avoir la concomitance du temps qui fait qu'il y ait pu y avoir une bactériémie au moment du geste. Ça, c'est possible. Mais est-ce que véritablement l'antibiothérapie préventive aurait modifié ce risque? C'est pas du tout évident. Ah non, 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 bien sûr. Voilà, ça c'est voilà, mais c'est une question. Nous, on le fait plus du tout. Et comme l'a bien montré Marie-Aimée, en fait, on a des gros volumes d'urodynamique. Hein, on en fait 3000 par an. Donc, quand on met en place les ECBU, c'est voilà, c'est surtout qu'ils n'ont plus de médecin généraliste, que quand ils allaient voir le généraliste une fois sur 3, il y avait une antibiothérapie inadaptée parce qu'ils n'avaient pas regardé le CBU. Enfin voilà. Donc il y a une forme de fausse sécurité et en pratique on se retrouve avec les mêmes taux d'infection urinaire symptomatique qu'on en mette ou qu'on n'en mette pas. Donc à partir du moment où vous avez ça dans la littérature, il n'y a plus d'intérêt à le faire à titre individuel. Alors c'est sûr que si le bilan urodynamique c'est un carnage, hein, ça arrive. Hein. Cette semaine là, on n'avait que des patients difficiles à sonder. Vas-y que je suis obligé d'aller chercher le fibroscope, puis vas-y que je suis obligé de mettre la sonde dans le cathéter et de passer parce qu'on avait besoin de les faire. Là c'est une autre question parce qu'on passe dans une procédure qui devient une procédure beaucoup plus à risque avec des sondages sur un temps limité, à fréquence élevée, etc. Bon, ben là, on met une antibiothérapie probabiliste dans ce cadre spécifique, mais si le bilan urodynamique se déroule normalement, vous n'avez aucune raison de continuer de mettre une antibiothérapie dans ce cadre spécifique, que ce soit chez le sujet sain versus le sujet neurologique sous autosondage. Si l'urologue demande de faire un ECBU de traité, on dit quoi? On dit non, non, les recommandations disent qu'on n'a pas besoin. Mais si l'urologue, c'est-à-dire qui est-ce qui le fait le bilan? C'est vous, l'urologue? Non, c'est l'urologue. Enfin, moi, je suis médecin MPR dans une clinique où on ne fait pas de bilan urodynamique, donc on adresse. Ouais. Donc souvent, on a effectivement la demande de faire un ECBU de traité 48 heures avant. Ben, c'est lui qui prend la responsabilité de son geste et qui l'encadre, ce qui ne vous empêche pas de rediscuter avec lui au regard des recommandations.